Alors bon, vous savez qu'on a trois types de roches observables en surface de la Terre. Les roches sédimentaires, qui sont caractéristiques de l'interaction lithosphère, atmosphère, hydrosphère, biosphère, qui sont en surface, qui se présentent souvent sous forme de strates. Les roches magmatiques, cristallisation d'un liquide silicaté, et celles qui vont nous intéresser, les roches métamorphiques, qui se caractérisent toutes par ce qu'on appelle des réactions à l'état solide. Là, vous avez un exemple caractéristique de couronne de réaction d'un minéral noir autour d'un minéral rouge. Donc, c'est à l'état solide, et j'ai des transformations minéralogiques. C'est ça qu'on appelle le métamorphisme. Pour vous montrer que la couleur n'est pas déterminante, voici une couronne d'un minéral rouge autour d'un minéral noir, exactement l'inverse du précédent. Donc, on peut avoir tous les types de réactions. Ce n'est pas toujours autour des grenats qu'on a des réactions, mais le grenat peut être un produit de transformation d'autre chose. OK. Donc, l'auréole, c'est le produit, et à l'interface entre les minéraux noirs et blancs, ce sont les réactants, puisque noir et blanc donnent rouge, concrètement. Donc, j'ai réactants et produits. Ce qui veut dire que le métamorphisme, c'est l'ensemble des transformations que subit une roche à l'état solide quand elle est soumise à des conditions différentes de celles qui régnaient lors de sa formation. Donc, on a tout de suite deux questions. Qu'est-ce que c'était avant? Et puis, qu'est-ce que c'est devenu? Évidemment. Et ce sont les variations de pression et de température qui sont au cours du temps, qui sont à l'origine des transformations. On dit alors que pression et température sont les facteurs principaux. Alors quand on veut faire bien, quand on veut faire plaisir à nos collègues professeurs de physique ou de chimie, on parle de paramètres intensifs, c'est-à-dire des paramètres P et T qui varient et qui sont importants par les variations de leurs intensités. C'est les variations d'intensité de P et T qui vont être les facteurs du métamorphisme. Et l'intrant ou sortant d'éléments chimiques, ça ne suffit pas pour faire non. Sans, Non. 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 Voilà, le métamorphisme, c'est ça, finalement. Quand on est une roche sédimentaire ou une roche magmatique, on est un misérable crapaud, et puis après, on devient un prince charmant dès lors qu'on est devenu une roche métamorphique. C'est pourquoi je travaille préférentiellement sur les roches métamorphiques. Donc la question, c'est avant, après. Je l'ai fait, mais on m'aurait accusé de... Tu vois ce que je veux dire? Là, bon, je prends des précautions aujourd'hui, Raymond. Il m'est arrivé, dans des cours, de mettre des photos. Je ne le fais plus. Bref, voilà, tout est là, en fait. Tout est là. Je dirais que je pourrais m'arrêter là, et si vous comprenez ce schéma, vous avez compris tout de ce qui s'appelle le métamorphisme. La question, c'est avant-après, état initial 1, état final 2. Et toute la question, c'est comment je vais comprendre la transition de l'état initial à l'état final. Et en fait, il n'y a que trois sciences qui permettent de caractériser ça. Il y a trois manières de faire. On peut travailler sur les causes. Pourquoi? Quel est le moteur de la transition 1-2? Les causes, ce sont les variations P et T, qui sont les facteurs intensifs. Mais pourquoi leur intensité varie? Elle varie parce que j'ai des variations du flux de chaleur ou j'ai des variations du système de contrainte parce que je déplace les roches. Donc ça, ce sont les causes du métamorphisme. Et on a toute une science qu'on appelle la thermomécanique qui travaille sur les causes. OK. Mais je peux aussi me dire, non, je vais regarder les effets. C'est-à-dire, je vais regarder le bilan énergétique de l'état final par rapport à l'état initial. Et si mon bilan énergétique impose la transformation, ça signifie que je dépense moins d'énergie à l'état 2 qu'à l'état 1. Donc, je vais faire la différence d'énergie entre 2 et 1. Ça, c'est une grande science très classique qui s'appelle la thermodynamique. Et puis, je peux me dire, non, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est comment, par quel processus, à l'échelle atomique, je passe de 1 à 2 et en combien de temps? Ce qui revient à dire, quel est le chemin parcouru? Quels sont les mécanismes de réaction? Quel est le temps de réaction? Et ça, c'est une troisième science qui fait ça, qui s'appelle la cinétique. Et notre chance, c'est que thermomécanique
cinétique et thermodynamique sont indépendantes les unes des autres. Je peux prendre la question par n'importe quel morceau et la traiter complètement avec une seule de ces trois sciences. Alors on va faire les trois, bien sûr, mais vous avez le choix de commencer par ce qui vous plaît, peu importe, dès lors que vous avez clairement posé la question. Je passe de 1 à 2. Alors moi, je vais commencer par la science la plus classique, la plus simple, la plus ancienne, parce que celle-là, elle est robuste, elle est très très ancienne, la thermodynamique, et la thermodynamique va s'intéresser aux réactions, et parmi les réactions naturelles, on a en fait deux types de transformations. La première, c'est défini par nos collègues chimistes, hein, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est ce qu'on appelle les transformations polymorphiques. C'est-à-dire, à chimie constante, j'ai la même chimie, SiO2, ici, selon les conditions de pression et de température que vous avez dans ce diagramme. SiO2, ça peut être le quartz, ça c'est ce qu'on connaît de façon classique, mais à très haute pression, j'ai la cohésite, voire même la stishovite. Ou bien à très basse pression et très haute température, j'ai la tridymite ou la cristobalite, avant que je ne passe à la fusion, qui implique d'avoir 1600 à 1700 degrés Celsius. Ça, nos collègues qui font les verriers ont été les premiers à établir ce type de diagramme. Ils le connaissent par cœur. Il n'y a aucun doute. Dès lors qu'on fait du cristal de verre, on utilise ça. Ça s'appelle une transformation polymorphique. Je ne change pas la chimie, mais je change la minéralogie qui exprime la chimie sous différentes conditions de pression et de température, et vous avez dans la nature la transition cohésite-donne-quartz. Donc je suis passé de là à là. D'accord ? L'exemple en chimie le plus célèbre de transformation polymorphique, c'est le point critique d'H2O. H2O, une chimie donnée, ben ça peut être à l'état solide, ça peut être à l'état liquide, ça peut être à l'état gazeux. C'est toujours H2O, mais sous trois formes différentes. Ça s'appelle un diagramme de polymorphe. Alors, en métamorphisme, il y en a un qui est particulièrement célèbre, que je trouve particulièrement chiant, c'est celui qu'on montre toujours dès qu'on fait du métamorphisme, c'est le diagramme des silicates d'alumine. Silicate d'alumine SiAl2O5, avec un point triple, distène, silimanite, andalousite. C'est la même chose du point de vue chimique, mais c'est différent du point de vue minéralogique. Vous remarquez que plus la pression est élevée, plus la densité est forte. 3,6 pour le distène, 3,1 pour l'andalousite. Intermédiaire, 3,2 pour la silimanite. Ça, c'est l'expression à haute pression. Ça, c'est l'expression à basse pression. Ça, c'est l'expression à haute température. Ça se voit très bien en lame mince, en lumière dite naturelle. Voilà le distène, entouré d'une auréole fibreuse de silimanite. Voilà une réaction classique, polymorphique classique. Alors, ce n'est pas la seule possibilité. Alors après, vous le remettez dans votre petit diagramme pression-température, et ça veut dire que vous avez évolué. Voilà, j'ai modifié P et T, je change la minéralogie, mais là, c'est vraiment du gâteau. La chimie n'a pas bougé, c'est toujours un polymorphe, donc c'est très simple. Il y a plus compliqué, ce qu'on appelle les réactions discontinues, le deuxième type de réaction pour un chimiste. Donc les réactions discontinues, c'est là, vous changez complètement le système, y compris le système chimique. Vous avez un ou plusieurs minéraux qui réagissent pour former un ou plusieurs nouveaux minéraux. Là, vous avez un exemple assez caractéristique, le minéral A. Alors, on est en lumière dite polarisée au microscope, un minéral B, et autour, vous voyez, je pense, nettement, une couronne qu'on voit ici, qu'on voit là, d'un minéral C. Donc là, j'ai A plus B donne C. Je suis sur une réaction que l'on qualifie de discontinue, parce que je vais changer le système chimique, contrairement à la précédente. Alors là, en fait, c'est un clinopyroxène, ça, c'est un plagioclase, et ça, c'est de l'amphibole en couronne, à l'interface CPX plagioclase, c'est un métagabro en amphibole, quoi, concrètement.
C'est une réaction discontinue. Voilà ce que ça veut dire, sachant que je change la chimie, d'autant plus que là, il faut que je rajoute H2O. Parce que là, je n'ai pas d'OH. Là, je n'ai pas d'OH. Et l'amphibole impose des OH. Donc, vous voyez que j'ai modifié le système chimique. Oui, là, je suis à pression constante. Dans ce schéma-là, j'ai fait ça. Mais je pourrais très bien faire ça comme chemin. Je pourrais très bien faire ça comme chemin. J'en sais rien. D'accord? Là, je l'ai mis comme ça pour vous montrer l'évolution, mais je peux être dans n'importe quelle condition qui me permette de franchir cette droite de réaction. Mais je modifie la chimie. La chimie du réactant n'est pas égale à la chimie des produits. D'accord? J'ai rajouté quelque chose dans le système. Donc mon système est chimiquement discontinu. C'est plus compliqué qu'un polymorphisme. Alors, ce qui est important de savoir en thermodynamique, c'est que les minéraux ne sont stables que dans des conditions P et T bien spécifiques. Les conditions P et T dans lesquelles l'association minéralogique est stable, alors dans les bouquins, une association minéralogique stable, on appelle ça une paragénèse, je pense que le terme vous est connu, et bien ça dépend des propriétés thermodynamiques des minéraux. Et les domaines de stabilité des minéraux sont connus de deux manières. On a deux grandes méthodes qui nous permettent d'entrer sur ces connaissances-là. La minéralogie expérimentale, c'est-à-dire je reproduis au laboratoire les conditions de stabilité d'un, deux, trois, quatre minéraux, comme je veux, ou bien alors les calculs thermodynamiques, donc la science de base ancienne, énergie libre de Gibbs, toutes ces choses-là, c'est les années 1900, concrètement, c'est la science la plus robuste qui soit, et on l'applique aux silicates, aux minéraux qu'on connaît bien. On peut faire l'un et l'autre, et on fait d'ailleurs l'un et l'autre. Alors du point de vue expérimental, il y a des données expérimentales qui sont très robustes, utilisables sans aucun problème. Par exemple, le champ de stabilité de la glaucophane. Vous le voyez, c'est toujours à basse température, et ça a des conditions de pression qui sont très très importantes. Ça, c'est robuste. Ce qui est robuste aussi, c'est l'éternel point triple des silicates d'alumine dont nous parlions tout à l'heure, dystène, silimanite, andalousite. Ce qui est très robuste également, ce sont les courbes de fusion partielle. Je crée du liquide, je crée des granites, quoi. Quand j'ai de l'eau disponible, vous voyez qu'on le fait à partir de 620, 630 degrés Celsius. Par contre, si je n'ai pas d'eau dans le système, il faut que je passe à des températures supérieures à 700 degrés Celsius pour faire fondre une roche. Voilà, trois éléments caractéristiques des données minéralogiques expérimentales. J'insiste. Ça va probablement être une question idiote. À très faible température, non, à très faible pression, pardon, ça fond plus facilement. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, la pression s'oppose à la fusion. Oui, mais par rapport à l'eau. Eh bien, expérimentalement, on s'est rendu compte que quand on est à très très basse pression, même si j'ai pas d'eau, la pression est tellement faible à une température critique que je commence la fusion. Ah, c'est des données qui sont pas intuitives, hein. Eh bien oui. Donc il faut avoir ça en tête quand on observe les roches. Bon, ça c'est des grands classiques. Alors ces grands classiques, bon ben la glaucophane, la voilà, hein, on sait où ça se trouve. L'andalousite, la voilà, on sait où ça se trouve. Dystène, silimanite, on l'a vu tout à l'heure. Et puis la fusion partielle, eh ben, ce sont les migmatites. Et le début de fusion à partir de roches métamorphiques. Donc tout ça est bien cadré, il n'y a pas d'ambiguïté. Ces données expérimentales-là, c'est vraiment extrêmement robuste. Si on veut faire de la thermodynamique sans passer par la minéralogie expérimentale, on peut alors appliquer les grandes lois. Et ces grandes lois, elles sont très simples. J'insiste sur le fait qu'elles sont connues depuis les années 1900, donc ce n'est pas de la science moderne, hein, ce que je vous présente là, c'est vraiment du classique en physico-chimie et donc en géologie. On ne sait mesurer que trois choses en thermodynamique, et trois seulement. On ne sait rien faire d'autre que ça. La première chose qu'on sait mesurer, et historiquement ça a été la première parce que c'est la plus facile à faire, c'est la variation de chaleur d'une réaction à pression constante. Ça s'appelle la calorimétrie. Vous travaillez dans un calorimètre, vous faites votre réaction,
Vous êtes bien sûr à pression constante parce que vous êtes sur la table du laboratoire et vous faites varier la température. Et vous regardez la quantité de chaleur dissipée par la réaction ou absorbée par la réaction, parce qu'une réaction, ça peut être endothermique ou exothermique. Ces termes-là vous sont familiers, je pense, ou pas du tout. Alors, endothermique, je consomme, exothermique, je libère. C'est la chaleur de réaction à pression constante. Et la chaleur de réaction à pression constante, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie, H. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'enthalpie d'un minéral, parce que nous connaissons pour tous les silicates leur enthalpie de formation à partir des atomes qui composent le silicate. Tous, sans exception. Ce qui nous intéresse, c'est la variation d'enthalpie entre l'état 1 et l'état 2. Donc, ce n'est pas H qui nous intéresse, c'est delta H. D'accord? La deuxième chose qu'on sait mesurer, alors ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il a fallu passer à des méthodes spectroscopiques, c'est ce qu'on appelle le degré d'ordre ou de désordre. Vous savez qu'un minéral, c'est un solide organisé, ordonné. Sauf que même dans un solide ordonné, il y a toujours des petits défauts. Une lacune, un atome qui n'est pas vraiment à sa place, une dislocation. Donc ça introduit du désordre. Et plus la température est forte, plus vous avez de la vibration des atomes sur leur site, et plus ils peuvent bouger. Plus c'est le bazar. Donc le degré d'ordre, qui s'appelle l'entropie, S, il est fondamentalement très sensible à la température. Donc quand on donne une valeur de S, ou pour ce qui nous intéresse, nous, un delta de S, c'est toujours rapporté à une température donnée, parce que si je change la température, je change la valeur de S des produits et des réactants. Et puis le troisième machin qu'on sait mesurer, et depuis longtemps, c'est le volume molaire des minéraux. Leur volume, ça on sait mesurer, il n'y a aucun problème. Et pour tous les silicates, on connaît les volumes molaires. Pour tous les silicates, on connaît les entropies de formation. Pour tous les silicates, on connaît les enthalpies de formation. D'accord? Sans aucun problème. C'est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça a été mesuré, c'est une science standard, la thermodynamique, pas d'ambiguïté. Mais attention, la variation de volume, comme vous pouvez le concevoir, est sensible à la pression. Parce que si je mesure le volume d'un minéral à une pression, ce n'est pas le même qu'à une autre pression. Donc le delta V, je le réfère toujours à une pression donnée. Ce volume, il est toujours variable, quelle que soit toujours une augmentation ou une diminution de volume. À tout le temps. Dès qu'il y a une réaction, variation de volume. Obligatoire. Parce que variation de densité, comme on l'a vu avec les silicates d'alumine. Et en fait, toute la thermodynamique se résume à une seule loi. C'est ça qui est joli en thermodynamique, c'est pourquoi c'est une science que j'apprécie particulièrement. C'est une science de base qui vous explique tout ce que vous voyez aussi bien en sciences de la vie qu'en sciences de la Terre, j'insiste. Hein, tout biologiste qui ne fait pas de thermodynamique ne fait pas de biologie, à mon avis. La loi, la voilà. Pour toute réaction à l'état solide, l'énergie globale, la variation d'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, combien je dépense à l'état final par rapport à ce que je dépensais à l'état initial, le delta G. G, c'est l'enthalpie libre de Gibbs, ou énergie libre. Gibbs, G-I-2-B-S, c'est le nom du grand scientifique qui a établi ces lois-là. Donc en honneur à Gibbs, on a appelé l'énergie libre totale d'un système l'énergie libre de Gibbs. C'est le delta G. Et le delta G, c'est une équation très simple que je vous donne tout de suite. C'est delta H moins T delta S, donc la chaleur de réaction à pression constante, moins T delta S, la variation d'entropie, plus P delta V, la variation de volume. À l'équilibre, quand je suis équilibré à l'équilibre, ça veut dire que je sois dans l'état 1 ou dans l'état 2, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas de variation d'énergie à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, par définition, delta G égale 0. Si je mets un 0 ici, ça veut dire que P delta V
est égal à T delta S, je l'ai passé de l'autre côté de l'équation, moins delta H. D'accord? Ce qui revient à dire que P est égal à delta S sur delta V fois T, moins delta H sur delta V. Dans l'espace pression-température, c'est l'équation d'une droite. P égale à T plus B, Y égale à X plus B. On apprend ça globalement dès la classe de 3e. Y égale à X plus B. Qu'on ne me dise pas que c'est compliqué. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas de science. Y égale à X plus B, ce qui revient pour nous à dire que P égale delta S sur delta V fois T, moins delta H sur delta V, et la pente de la droite, par définition, Y égale à X plus B, vous savez que la pente, c'est le petit a. Donc la pente de la droite, c'est le rapport delta S sur delta V. Donc si pour tous les silicates, je connais la valeur de S et de V, et de H, ben j'ai qu'à écrire l'équation, et j'ai la pente de la droite dans l'espace pression-température. D'accord? Pour tout le monde, ça veut dire que quand on a des machins comme ça, et qu'on regarde et qu'on se dit « Ouh là là, mais comme c'est compliqué !» Mais ça n'a rien de compliqué. Rien de compliqué. Vous avez d'une part des données expérimentales. Je vous ai parlé de glaucophane tout à l'heure, ça c'est de la minéralogie expérimentale. Et puis après, j'ai l'application de la thermodynamique qui me dit, ben voilà, la pente de cette droite, la réaction olivine-plagioclase donne orthopyroxène plus clinopyroxène plus spinel, qui est une réaction typique dans le manteau, et ben la pente c'est ça. Et ben je peux prendre d'autres réactions, je peux prendre celle-là. Pour n'importe quelle réaction, je sais calculer la pente de la droite dans l'espace PT. Donc, le plus important, ce n'est pas le calcul, parce que j'ai des tables entières, j'ai des bouquins entiers avec les valeurs de S, V et H. Le plus important, c'est d'identifier les réactants et les produits, c'est-à-dire d'écrire correctement la réaction. C'est donc l'observation qui est la plus importante. Une fois que j'ai observé et que j'ai défini ça, ce sont les réactants et ça, ce sont les produits, alors j'ai la pente dans l'espace pression-température. Ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les valeurs des variations des paramètres intensifs. Oui, mais on ne peut pas connaître la variation. Mais bien sûr qu'on la connaît, mais évidemment qu'on la connaît. Si je connais l'entropie, l'enthalpie et le volume de l'olivine, et je le connais, ils ont tous été mesurés pour tous les silicates. Nous avons pour tous les silicates, et même pour certains oxydes, les valeurs S, V, H de tous les minéraux. Et donc c'est banal, avec une calculette, tout de suite, de faire dès lors, le plus dur, c'est pas le calcul de la pente, le plus dur, c'est l'identification de la réaction. Il faut être sûr d'avoir identifié les bons minéraux. Sinon, vous calculez un machin qui n'a aucun sens. Mais dès lors que vous avez identifié les minéraux, tout de suite, vous avez les pentes. Et donc, vous avez en fait la grille pétrogénétique que tout le monde utilise. Et il faut bien comprendre qu'en fait, quand vous regardez une grille pétrogénétique, vous travaillez dans l'espace à 3 dimensions. Vous travaillez dans l'espace température, pression et valeur de l'énergie, puisque ce qui compte, c'est l'énergie totale dépensée par le système. Et dans un espace à 3 dimensions, P, T, G, je vais calculer en tout point de l'espace la valeur de G pour toutes les températures et les pressions. Et j'aurai un plan. Par exemple, sur ce petit schéma, l'assemblage alpha, c'est ce plan avec les points qui sont là, vous les voyez. Ça représente toutes les valeurs de G, c'est-à-dire combien ça coûte de stabiliser alpha pour toutes les valeurs de pression et température. Je peux faire un autre assemblage que j'appelle bêta. Bêta, voilà, il coûte tant quand je me balade dans cet espace à 3 dimensions. Et il n'y a qu'un seul endroit où alpha égale bêta, c'est la ligne qui est l'intersection entre les deux plans.
Parce que là, que j'ai alpha ou que j'ai bêta, je coûte exactement la même quantité d'énergie pour exister. D'accord? Et évidemment, moins je coûte d'énergie, plus je suis stable. C'est la loi de la nature. Ce qui veut dire que quand je regarde un assemblage qui est situé de ce côté-là du point A, quand je suis ici, pour ces valeurs de pression et température ici, j'intersecte alpha avant d'intersecter bêta sur la valeur énergétique. Ça veut dire qu'il me coûte moins cher d'avoir alpha que bêta, vu la pente. Par contre, quand je suis ici, j'intersecte bêta avant d'intersecter alpha. Il me coûte moins cher de stabiliser bêta que alpha. Et en fait, ce qu'on appelle la droite d'équilibre dans l'espace PT, c'est la projection des valeurs de l'énergie sur pression-température, c'est-à-dire je projette l'intersection, c'est la ligne AB, c'est la droite d'équilibre, qu'on appelle droite de réaction. Là, c'est alpha qui est stable, là, c'est bêta qui est stable, et la pente de la réaction, c'est delta S sur delta V. Comprenez, quand on dit je vois une réaction dans l'espace PT, ça veut dire que vous savez combien d'énergie coûte alpha et combien d'énergie coûte bêta. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas P et T. Ce qui compte, c'est ça. C'est l'énergie libre de Gibbs. D'accord? Vous voyez, on utilise ça, hein, comme ça, sans se poser de questions. Mais en réalité, quand on veut aller sur le fond, c'est ça qu'il faut utiliser. Et c'est ça qu'on fait, même sans le dire. Vous voyez, en fait, vous appliquez un principe très simple. Vous minimisez la quantité d'énergie. La nature est économe. Vous stabilisez ce qui coûte le moins cher du point de vue énergétique, en fonction des conditions P et T. Ça veut dire que dès que vous modifiez les conditions P et T, vous déclenchez une réaction pour globalement, dans les nouvelles conditions, dépenser moins d'énergie. C'est tout ce que ça veut dire. Ça n'empêche pas que sur la ligne, on peut être aussi très stable. Alors, sur la ligne, tu es à l'équilibre. C'est ça. Sur la ligne, que tu es alpha ou bêta, tu t'en fous. Ah ouais, C'est la même valeur. C'est ce qu'on voit sur le plan. Hein. Quand je suis là, vous voyez que la ligne, en fait, ce n'est jamais que la projection de l'intersection des plans sur l'espace à 2 dimensions, pression, température, qu'on appelle une grille pétrogénétique. C'est clair pour, vous voyez, c'est notre lecture des grilles pétrogénétiques. Nous, on présente, enfin, les bouquins présentent ça brut de décoffrage. Pour moi, c'est une folie absolue. Personne ne peut comprendre ça. Il faut expliquer comment on y arrive et pourquoi on y arrive. 2 façons d'y arriver. La minéralogie expérimentale, c'est difficile, parce que c'est pas facile de reproduire au laboratoire les pressions de l'intérieur. Alors, nos collègues chimistes, ils s'en foutent. Eux, ils travaillent à une atmosphère. Donc, ils font des tas de réactions avec uniquement des variations de température. Un métallurgiste, fait ça, hein, parce que la métallurgie, c'est ça, hein, la verrerie, la métallurgie, c'est exactement ça. Mais eux, ils travaillent à pression constante. Il n'y a que la température qui varie. Donc c'est bonnard pour eux de reproduire au laboratoire, parce que c'est facile de monter en température. Ce qui est compliqué au labo, c'est de monter en pression. C'est pour ça que nous, on ne peut pas tout expérimenter. Et qu'on utilise alors les principes de base de la thermodynamique pour compléter les données expérimentales. Et à partir de là, on couvre tout l'espace pression-température. Et de façon parfaitement robuste. Donc quand on dit tel assemblage est stable dans telle condition, c'est extrêmement robuste comme données. Et c'est à partir de ça qu'on définit les faciès. Parce que les faciès, ils sont là. Eh bien, ce sont les principales limites entre les différentes réactions qui vont donner des assemblages spécifiques. D'accord? On découpe les faciès parce que pour nous, c'est une commodité de langage. Mais on n'en a pas besoin des faciès. Hein. Si nous, on l'utilise parce que n'importe quel géologue auquel vous dites « je suis dans le faciès des éclogites », ah, il sait que c'est l'association grenage-aldéhyde qui est stable plutôt que plagioclase qui est stable. C'est une commodité de langage. Mais en fait, les faciès sont définis avec les réactions principales que l'on mesure ou que l'on calibre en thermodynamique.
Alors aujourd'hui, on a tendance à aller vers les très hautes pressions, parce que je vous ai montré tout à l'heure la transition cohésite-quartz, la voilà. Mais là, je vous en montre une autre, ça c'est une éclogite, qui contient de la cohésite, mais qui contient également du diamant. Voilà, un micro-diamant. Et la transition graphite-diamant, la voilà. Vous voyez qu'il faut monter à des pressions et donc des profondeurs conséquentes pour avoir la transition graphite-diamant. Voici cohésite-quartz. Et donc vous voyez qu'on a tendance aujourd'hui à tirer les diagrammes de faciès vers les ultra hautes pressions par rapport au précédent qui est un diagramme classique. Voilà les différents faciès, schiste bleu, éclogite à lawsonite, éclogite à épidone. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans le détail, mais là vous avez tous les faciès et les limites entre les faciès, ce sont les principales droites de réaction. C'est ça qui est important. Question. Oui, alors vas-y, Greg. Tout à l'heure, on a parlé de l'argile Oui, comme étant, là, voilà, ici. là, Oui. le stade ultime en très ultra haute pression, c'est le diamant. Ah non, non, le diamant, c'est une réaction polymorphique sur le carbone. Sur le carbone. Donc, la forme stable du diamant en surface, c'est le graphite. Oui. L'argile, c'est pour les silicates. Oui. La transition graphite-diamant, c'est une réaction polymorphique. D'accord? C'est pas un silicate. C'est un élément très très spécifique. Hein. Mais normalement, quand vous achetez une bague en diamant, elle devrait évoluer vers du graphite, vers une ligne de crayon. Ce qui ne rend pas forcément très content la personne à laquelle vous avez offert le diamant. Sauf que, et j'y viendrai après, Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi je vous demande je peux lui faire parce que ouais, leur question. eh ben oui, elle Pas dans son domaine. regarde, un diamant, il est stable. Quand tu dis j'achète un diamant, c'est démentiel. Parce que le diamant, il n'est pas stable là sur la table. Donc il va falloir l'expliquer ça. Ça prendra combien de temps? Ah ben, je vais vous dire. Et une question là par rapport aux différentes lignes. Par exemple, la ligne Volcofan, peut-être que j'avais dit. Pourquoi il y en a qui s'arrêtent au milieu d'une part comme ça? C'est que on ne peut pas imaginer que cette ligne continue. Si, on pourrait par exemple se poser la question, qu'est-ce qui se passe ici si je monte en pression? Ça n'a pas été expérimenté. D'accord. Et comme on n'a jamais trouvé de traces de migmatite à diamant, on n'a pas été plus loin. Mais on peut complexifier le diagramme autant qu'on peut. Parce que Glaucophane, par exemple, là, c'est. Ben, Ça peut aller plus loin. la glaucophane, oui, bien à sûr. droite, la Bien ligne sûr, Glaucophane. bien sûr. Non, plus haut, la 30. Oui, bien sûr. Ici, tu peux avoir de la glaucophane. Mais en allant à gauche et à droite aussi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est Après, il y a juste- des limites de stabilité Ouais. de la glaucophane qui sont connues expérimentalement. D'accord? C'est comme ça que tu vas définir le fait que, ben voilà, quand tu es dans le faciès des schistes bleus, tu ne dépasses pas les 500 degrés Celsius. Voilà, bon, la cohésite, encore une fois, l'ultra haute pression, c'est devenu très à la mode, hein, parce qu'on en trouve partout maintenant. Les micro-diamants, on en trouve partout, dans les éclogites. Donc on sait qu'on monte vers des pressions absolument considérables. Donc voilà, la première science dont je voulais vous parler, c'était celle-là, la thermodynamique. Et vous voyez que la thermodynamique, elle me conduit à faire tous ces diagrammes avec plein de droites de réaction partout. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces droites de réaction, chacune d'entre elles, on peut la calculer. Il n'y a pas besoin de les connaître. Il suffit d'identifier produit et réactant, et vous avez le calcul, c'est l'équation d'une droite quand même. Y égale à x plus b. Donc, ce n'est pas un effort mathématique insurmontable. Alors, le premier étudiant qui me dit c'est difficile, il est immédiatement expulsé de la salle. Sans la moindre retenue. Ça n'a pas été expulsé, c'est bon. D'accord? Donc Ça c'est marche pas pas pour aujourd'hui, on est d'accord. Non, ça marche pas pour eux. Non mais objectivement, c'est quand même pas très compliqué. Ça vous paraît difficile? Ça vous paraît difficile de comprendre ça? Ça part d'un principe très simple, la thermodynamique. C'est que le
le plus stable est celui qui dépense le moins d'énergie. Voilà. Donc, naturellement, tous les systèmes évoluent naturellement vers je dépense le moins d'énergie possible. Donc, je stabilise les minéraux qui, dans les conditions données, coûtent le moins cher. C'est la règle de base. C'est pour ça que vous avez des réactions. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Ça n'intègre pas du tout le facteur. Ah si, c'est l'entropie, le facteur temps. Non, pas du tout. Le facteur temps n'existe pas là-dessus. Je me fous du temps de réaction. La thermodynamique est, comme disait le grand Gibbs, en définissant les lois de la thermodynamique est indépendante du chemin parcouru et du temps nécessaire pour le parcourir. C'est pour ça que c'est une science extraordinaire. C'est une science qui me dit démerde-toi à faire le bilan d'énergie entre les deux états et tu verras ce qui est stable. Et tu comprendras pourquoi c'est celui-là et pas l'autre qui est stable. C'est tout. Et la thermodynamique se fout complètement des mécanismes de réaction et du temps de réaction. C'est indépendant du chemin parcouru. C'est ce que disent tous les profs de chimie à leurs élèves. La thermodynamique est indépendante du chemin parcouru. Et la science, par contre, qui s'intéresse au temps de réaction et au chemin parcouru, c'est-à-dire en fait, est-ce que je l'ai fait facilement et rapidement, ou est-ce que j'ai pris un chemin tortueux pour passer de l'état 1 à l'état 2, ça s'appelle la cinétique. C'est une autre science. Et c'est celle-là qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire une réaction? Mais pas du point de vue énergétique, mais du point de vue mécanisme. Si on tend vers l'énergie minimale, alors, On va toujours vers l'énergie minimale. Toujours. ça veut dire qu'on va vers un volume énorme, Ben, ça dépend dans quelles conditions pétées on se un trouve. désordre énorme. Oui, la tendance naturelle, quand on regarde l'équation, puisque delta G c'est delta H moins T delta S plus P delta V, la tendance naturelle c'est d'augmenter l'entropie Et d'augmenter le volume. et d'augmenter le volume. C'est pour ça que les minéraux à basse pression ont un volume plus important que les minéraux à haute pression. C'est pour ça qu'ils sont moins denses. C'est pour ça que les silicates en surface, c'est l'argile. Parce que l'argile coûte moins d'énergie que le plagioclase. Ça prend plus de volume aussi. Volume, désordre, Et et qui contrôle tout. D'accord? Tout. Je pourrais vous faire le même discours sur les processus biologiques. Ce qui se passe en physiologie est totalement contrôlé par ça. De la même manière. Comment? c'est pour ça qu'on grossit en vieillissant. C'est pour ça que on devient plus agité, tu trembles, le bordel est plus grand, et puis tu grossis en vieillissant. Exactement. Donc il est inutile de lutter pour faire un régime absolument terrifiant en se disant je dois avoir ma silhouette de 15 ans quand j'en ai atteint un certain nombre. Donc moi je ne lutte plus. D'accord? Bien, la cinétique. Alors la cinétique, qu'est-ce que c'est une réaction? Et là encore, je reviens à la chimie de base. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait des modifications P et T. Ça, c'est la thermodynamique. On vient d'en parler. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de modification P et T, il n'y a pas de réaction. Parfait. Maintenant, une réaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars de réactants et j'arrive à des produits. Donc, la première chose que je dois faire, là, j'ai gardé le terme des chimistes, mais que je n'aime pas beaucoup. Mais je l'ai gardé parce que vous respectez la nomenclature de mes collègues chimistes, c'est la dissolution des réactants. Alors chez nous, n'imaginez pas que c'est de la dissolution dans de l'eau. La dissolution d'un réactant, c'est le fait que j'enlève des atomes à mon réactant. Je lui pique de la matière. D'accord? J'enlève des éléments chimiques à mon réactant. Ces éléments chimiques, je vais les transporter. Donc j'ai un stade de dissolution du réactant, un stade de transport des ions que j'ai piqués au réactant, et puis il faut que je stabilise le plus petit possible de nombre d'ions qui vont fabriquer le futur minéral.
Ça s'appelle la nucléation. Et puis, une fois que j'ai nucléé, et si je veux voir le minéral, il faut que j'ai la croissance des produits. Et donc, la question de la vitesse de réaction. La vitesse, il y a 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Imaginons que j'aille très vite ici, que j'aille très vite ici, et que j'aille très doucement ici. La vitesse globale de la réaction sera lente. Donc la question, c'est parmi ces mécanismes, lequel est le plus lent? Et donc lequel contrôle la vitesse globale de la réaction? Et ce que nous avons appris, c'est que le processus dans les réactions à l'état solide, là je reviens à la géologie et je quitte la chimie, dans le métamorphisme, c'est ce stade-là qui est le plus long, qui est le plus compliqué, c'est le transfert de la matière. Donc c'est lui qui va être le facteur limitant de la réaction, parce que c'est lui qui va doucement. D'accord? Et ce transport, il fait comment? Ben, on va voir. Comment se fait le transport? Comment se fait le déplacement de matière? Ben, le déplacement de matière, je peux le faire à l'intérieur d'une maille cristalline, que j'ai symbolisée avec différents atomes, hein, peu importe. Je peux le faire par échange. Je passe d'une position à une autre. Je peux le faire aussi de façon interstitielle. Un petit atome peut traverser la maille cristalline entre les gros atomes. Je peux le faire en utilisant ce qu'on appelle les lacunes, les défauts dans les minéraux. Là, c'est bonnard, j'ai de la place, je peux déplacer. Ou je peux au contraire, en force, de façon interstitielle, bouger les uns contre les autres comme des billes de billard qui se touchent, hein, et je déplace la matière. Ça s'appelle tous ces processus qui sont la migration des éléments chimiques au sein de la maille cristalline, parce que ça revient à ça. Il faut que je fasse bouger les ions dans les minéraux. Je n'ai pas le choix. Si je veux avoir de la matière disponible pour faire un nouveau minéral. Ce processus-là, il porte un grand nom, ça s'appelle la diffusion. Et la diffusion, elle est bien connue dans les silicates. La diffusion, c'est un processus très lent. Je vous donne un seul exemple. La valeur du coefficient de diffusion du fer dans les pyroxènes. On l'a mesuré, on la connaît bien, mais on l'a mesuré à 900 degrés Celsius. C'est immense hein, comme température. 900 degrés Celsius, c'est considérable. Eh bien, à 900 degrés Celsius, la valeur du coefficient de diffusion est de 6, 10, moins 20 mètres carrés seconde moins 1. 10 moins 20. C'est-à-dire qu'il me faut un temps infini, même à 900 degrés Celsius, pour déplacer le fer dans le pyroxène. Pour qu'un atome de fer migre dans un pyroxène, à 900 degrés Celsius, il me faut un temps conséquent. De ce fait, les réactions minéralogiques sont très lentes, parce que nous, en métamorphisme, on est largement en dessous des 900 degrés Celsius. Donc vous imaginez bien qu'à 400 degrés Celsius, je ne suis pas à 10 moins 20. Hein, je suis à 10 moins 26, 10 moins 28. Donc je vais extrêmement lentement, parce que la diffusion est compliquée, et lente, et difficile. Et c'est pour ça que j'ai des réactions qu'on appelle incomplètes. C'est-à-dire que je vois le produit et le réactant, et que j'ai la mémoire de ce qu'il y avait au stade 1 avant de passer au stade 2. C'est parce que la vitesse de réaction est faible. C'est la cinétique qui contrôle la Terre. Pourquoi, quand vous offrez un diamant, le diamant ne se transforme pas en graphite et vous n'êtes pas expulsé immédiatement de votre appartement? Parce que la diffusion est très lente et qu'à température ambiante, avant que le diamant ne devienne du graphite, il faudra plusieurs centaines de millions d'années. 2 à 300 millions d'années après, la personne à laquelle vous l'avez offert, elle verra que le diamant est devenu du graphite. Enfin, elle verra. D'accord? Les réactions sont lentes. C'est une chance pour nous. Parce que si les réactions n'étaient pas lentes, je ne verrais pas les réactants, j'aurais que les produits. Et je serais incapable d'établir la réaction. Même au niveau d'un héritage, du coup, c'est intéressant. Absolument. Donc, la cinétique des réactions est contrôlée par la diffusion, mais, heureusement pour nous,
il y a deux processus, le rôle des fluides et la déformation, qui peuvent augmenter les vitesses. La circulation des fluides et la déformation accélèrent la diffusion. Les fluides, ils jouent sur le coefficient de diffusion. Ça veut dire que si vous avez un fluide présent avec le solide, les ions se trimballeront plus rapidement. Donc, dès que vous mettez des fluides dans le système, vous facilitez la diffusion. Et puis, la déformation, pourquoi? Parce que la déformation, ça fracture les grains. La déformation, ça ouvre des espaces en déformant les grains dans lesquels les ions peuvent entrer. Donc, fluide et déformation diminuent les constantes de diffusion et accélèrent les réactions. Ce qui revient à dire que pour des conditions P et T fixes, données, dans les mêmes conditions P et T, quand j'ai une recristallisation par déformation et ou passage de fluide, je peux avoir des réactions accélérées. Parce que la diffusion est facilitée. Ah, le plus bel exemple, on peut en voir au Chenaillet. Dans des métagabbros, je regarde le métagabbro ici, c'est pas déformé. Ou là, c'est quasiment pas déformé. Là, c'est extrêmement déformé, vous le voyez. Là, je ne vois plus les grains initiaux. Si je fais une lame mince ici, eh bien, je vois plagioclase plus pyroxène donne amphibole. Et vous voyez que l'amphibole est présente aux joints de grains, aux interfaces entre les grains. Pourquoi? Parce que c'est aux interfaces entre les grains que je fais circuler les fluides. Et donc, je peux créer l'amphibole. Ou bien dans les fractures, regardez, je pars d'une interface, je vais à un autre, et là, j'ai plus d'amphibole à cet endroit-là, à l'endroit où la fracture rejoint l'interface. J'ai fait plus de produits, donc la réaction est plus rapide, parce que les fluides ont circulé. Là, j'ai la mémoire de l'état 1 et de l'état 2. J'ai peu de produits et beaucoup de réactants. Par contre, si je vais ici, la roche est foliée, et c'est fini. Je n'ai plus que de l'amphibole et du feldspath dans une roche qu'ici, vous appelleriez une amphibolite, qui est en fait un métagabbro amphibole. Mais il est tellement déformé que j'ai perdu la mémoire des réactants. Et donc, si je veux travailler à l'équilibre dans le faciès amphibolite, je travaille ici. Si je veux savoir ce qu'était la roche avant, je travaille ici. Donc, toute l'intelligence du pétrologue, du métamorphisme, c'est d'échantillonner au bon endroit. Ce qu'on voit là, quand on arrive avant d'arriver au lac des Sarailles, il y a un replat là. Il y a le sentier qui va mener au lac des Sarailles. Là, on voit le panorama. Vous regardez le paquet de roches qui est à gauche là. Et vous avez ça. Vous l'avez partout au Chenaillet. Oui, on en voit quand même pas mal. Vous en voyez plein au Chenaillet. Des choses comme ça. Alors là, l'équilibre est atteint. Ici, je suis dans le faciès des amphibolites, mais je suis à l'équilibre. Ça veut dire que j'ai stabilisé les minéraux dans les conditions du faciès océanique amphibolite. On y reviendra. Là, ça s'appelle l'équilibre métastable. Je ne suis pas stable du point de vue énergétique. Je suis métastable. C'est-à-dire que lui et lui vivent en dehors de leurs conditions de stabilité. D'accord? Donc, dans ce vidéo, les produits ont été consommés. Totalement consommés, bien sûr. Parce que c'est déformé et les fluides circulent. Donc je fais plein d'amphiboles. Alors que là, ils ont du mal à circuler, j'en fais très peu. Vous voyez comment je lis la roche métamorphique? Comment je relis déformation et recristallisation métamorphique? Si je ne comprends pas ça, je ne sais pas ce que j'échantillonne. C'est absolument capitable. C'est d'ailleurs pour ça que le diamant reste du diamant. C'est pour cette raison que le plagioclase, ici, sur ce métagabbro, en surface, au Chenaillet, quand je le ramasse, ça ne devrait pas être du plagioclase, ça devrait être de l'argile, parce que du point de vue énergétique, le plagioclase n'est pas stable à une atmosphère et 15 degrés Celsius. C'est l'argile qui est stable. Et pourtant, mon plagioclase est là. Quand vous marchez sur un granit, vous êtes ému,
Parce qu'un granit, c'est stable à 650 degrés Celsius et quelques kilobars. Et vous mettez le pied dessus, et c'est un granit. Sauf si vous avez de la végétation et en surface, et vous faites ce qu'on appelle un sol. Le sol, c'est la seule partie du granit qui est à l'équilibre avec l'hydrosphère, l'atmosphère et la biosphère, et qui est devenue de l'argile. L'argile est stable thermodynamiquement. Le granit est métastable. Et je fais des sols de dimension réduite, parce que les vitesses de transformation sont faibles. C'est banal, hein? Que la thermodynamique, elle ne s'applique pas aux échelles atomiques et subatomiques. Si elle s'applique, mais ce sont deux sciences différentes. La thermodynamique se fout complètement, totalement et complètement du temps de réaction. La thermodynamique va me dire qu'un plagioclase n'est pas stable en surface de la Terre. Très bien. Mais la thermodynamique ne va pas me dire combien de temps il faut pour que le plagioclase devienne de l'argile. Ça, c'est la cinétique qui me le dit. D'accord? Donc, le plagioclase qui n'est pas encore de l'argile est thermodynamiquement instable. Il est ce qu'on appelle métastable. Il n'est pas dans ces conditions de stabilité. Mais il n'y est pas. Pourquoi? Parce que le temps nécessaire pour transformer le plagio en argile, même en surface de la Terre, est très long. Mais il est en cours de déstabilisation. Mais il est en cours de déstabilisation. Oui, mais là, je pensais plus à l'argile, parce que l'argile, c'est déjà structuré. Mais moins structuré qu'un plagioclase. Tout à fait. C'est des feuillets avec une structure, donc un degré de désordre beaucoup plus important, un volume molaire beaucoup plus important. Une argile est beaucoup moins dense qu'un feldspath. D'accord? Donc j'augmente le désordre, j'augmente le volume en faisant de l'argile. C'est pour ça que c'est l'argile qui est stable et pas le feldspath en surface. Sauf que le temps que le feldspath devienne de l'argile est terriblement long. C'est pour ça que les sols sont des milieux précieux. Parce que je ne fais pas beaucoup de sols à partir des roches. Je ne fais pas beaucoup de sols parce qu'il me faut un temps infini pour fabriquer du sol. Et en plus, quand je fabrique le sol, j'ai l'intervention de la biomasse, du vivant, les végétaux. Les végétaux qui fracturent les roches, qui permettent la circulation de l'eau, donc qui accélèrent les transformations. D'accord? Et bien même dans ces conditions-là, quand je regarde les sols, ben je vois que ce qu'on appelle le sol, c'est des horizons qu'on appelle pédologiques, qui font quelques mètres, et en dessous, ben, j'ai le granit qui fait quelques kilomètres. D'accord? C'est pour cette raison qu'on appelle la cinétique qu'on peut faire les trajets pression, température, temps. Parce que si j'avais pas la mémoire du pic du métamorphisme et de la partie prograde, puis de l'exhumation, on en a parlé tout à l'heure, les éclogites que j'échantillonne au viso, elles sont là aujourd'hui, mais elles se sont formées ici. D'accord? Et puis elles sont remontées. Et pourquoi je trouve encore des éclogites? Je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Thermodynamiquement, c'est impossible de dire que j'ai une éclogite en surface. Elle est métastable. Elle est hors stabilité thermodynamique. Mais les vitesses de transformation sont tellement faibles que je vais trouver quelques minéraux schiste bleus, quelques minéraux schiste verts, un tout petit peu d'argile. Mais que je vais trouver, quand je sais bien échantillonner, les éclogites fraîches. Pas déformées et sans fluide. Et je vais aller les chercher, parce que je connais la cinétique. Donc je vais à chaque fois aller chercher la roche qui parle, en fonction de quel morceau du chemin pression-température je veux identifier. D'accord? Donc on ne ramasse jamais une roche par hasard. Jamais. Jamais. Absolument jamais. Et on ne trouve que ce que l'on cherche. Ça, c'est un point capital. Donc le géologue n'est pas un céphalopode. Il n'a pas le cerveau dans le pied. Il ne suffit pas de marcher pour faire de la géologie. Il faut penser. Et quand on va sur le terrain, on y va avec tous ces concepts connus et on échantillonne que quand on a trouvé la clé d'échantillonnage.
pour répondre à la question qu'on se pose. Donc le marteau, pour moi, c'est la dernière opération possible, quand j'ai compris l'affleurement. Mais je n'échantillonne jamais, tant que je n'ai pas compris. Jamais. Est-ce que l'augmentation de la pression et de la température va toujours accélérer Oui. la déstabilisation? Oui. La réponse est oui. La température, elle augmente le désordre. Ouais. Et elle facilite la diffusion. Donc évidemment, plus la température est forte, plus la vitesse de réaction est forte. Et la pression? La pression va à l'inverse. C'est plus compliqué. Parce que la pression, ben, elle densifie les minéraux, elle réduit les liaisons interatomiques, les espaces disponibles, elle réduit la capacité à transférer la matière. Et Donc, pour une pression basse température, C'est très lent. c'est très long. Et c'est pour ça Comparé à que la surface, ben, ça devrait aller à la même température. À la surface, ça va se transformer plus rapidement que... Alors non, pas vraiment, parce que même si c'est très lent, en surface, la température, c'est quoi? C'est 25 degrés Celsius. Quand je suis dans le schiste bleu, je suis à 400 degrés Celsius. Ouais. Mais en théorie, pour la même température, Pour la même température, oui, bien ça sûr. n'existe pas dans la nature. Sauf que tu n'es jamais dans la même température qu'en surface. Heureusement pour nous, pour le moment. Hein, parce que si en surface, il faisait 400 degrés Celsius, nous serions cuits. Concrètement. Et qu'est-ce qui gagne? C'est la pression ou la température? Eh bien, tout dépend de la forme du chemin pression-température. Si jamais je décomprime, je fais un chemin comme ça, imaginons, je décomprime en augmentant la température, eh bien là, je facilite la vitesse des réactions et je gomme le pic. Si au contraire je fais ça, je diminue la température en diminuant la pression. Température diminuant, je limite les réactions. Donc les faciès sont préservés parce que les réactions sont lentes. Et les réactions sont lentes parce que c'est la cinétique qui contrôle la Terre et pas la thermodynamique qui contrôle la Terre. Donc on a vu la thermodynamique, on a vu la cinétique, reste maintenant à discuter des causes. Pourquoi il y a des variations des paramètres intensifs P et T, c'est ce qu'on appelle la thermique, ou globalement la thermomécanique au sens large. Alors pour ça, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire un élément de référence pour un géologue? Ça veut dire qu'il faut que je connaisse les conditions de pression et de température dans la lithosphère continentale ou océanique, peu importe, quand la zone est stable, quand il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien du point de vue de la dynamique terrestre? C'est quand même la première question à laquelle il faut savoir répondre. Alors ça, en termes de pression, il faut quand même être bien conscient que P, la pression, augmente avec la profondeur, puisque P égale ρ, G, Z, Z étant la profondeur, G étant l'accélération de la pesanteur, et ρ étant la densité ou la masse volumique. ρ et G sont des constantes pour une roche donnée. Donc le seul paramètre qui varie, c'est Z. Donc pour un géologue, pression égale profondeur. La température, elle augmente avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. T0 est plus faible que T1, T2, T3, T4 et T5. Donc ça, c'est le gradient géothermique, et ça, c'est la relation pression-profondeur. OK. Ceci étant posé, quand on regarde les gradients géothermiques des zones continentaux stables, alors là aussi, je parle pour la Terre moderne, c'est-à-dire pour les 2,4 milliards d'années. Ce qui se passait à l'Archéen, les gradients n'étaient pas les mêmes. Donc je mets ça de côté. Je parle uniquement pour la Terre dite moderne qui fonctionne à l'heure actuelle. Voici les valeurs des gradients géothermiques, maximum et minimum, que nous connaissons à l'heure actuelle dans la croûte continentale. La croûte, le manteau, l'interface croûte-manteau qu'on appelle le MOO, selon les endroits stables, il est aux alentours, quelque part aux alentours de 9 km de profondeur, à peu près, pour des valeurs de pression de 9 kbar, c'est-à-dire pour des valeurs de profondeur qui sont de l'ordre de la trentaine de kilomètres. C'est l'épaisseur standard de la croûte continentale, quand il ne se passe rien. Et voici les valeurs minimales et maximales mesurées, et ou calculées, parce qu'on sait faire les deux,
dans ces cas-là. Qu'est-ce que ça nous donne? Quand je me distribue à 10, 20 et 30 km, je vais prendre la valeur maximale de ce qu'on connaît aujourd'hui pour aller le plus loin possible. Je vais prendre les faciès métamorphiques, je reporte, je reporte, je reporte. Voilà ce qui se passe quand il ne se passe rien. C'est-à-dire que quand il ne se passe rien, je ne peux pas faire les schistes bleus, je ne peux pas faire les éclogites, je ne peux pas faire les granulites, je ne peux pas faire les amphibolites. Je peux faire du schiste vert, je peux faire du zéolite et au mieux, quelques amphibolites à épidote quand je suis près du Moreau. Vous voyez que le gradient géothermique n'est pas de 30 degrés par kilomètre. Ce n'est pas une droite, c'est une parabole. Parce que si le gradient géothermique était de 30 degrés par kilomètre, ici je serais à 900 degrés Celsius. Or, je suis à moins de 600 degrés Celsius. Il n'est égal à 30 degrés par kilomètre que sur les 2 premiers kilomètres de profondeur. D'où l'équation de la droite, c'est l'équation de la parabole. Je devrais dire plutôt l'équation de la parabole est égale à l'équation d'une droite. Donc j'augmente de façon linéaire avec la profondeur. Mais après, c'est plus vrai. D'accord? Donc le gradient géothermique n'est en aucun cas de 30 degrés par kilomètre. Ça n'existe pas. Heureusement pour nous. Sinon, ça veut dire que la base de la croûte continentale serait fondue et qu'on aurait du mal à exister sur la croûte continentale, entre nous soit dit. Donc maintenant, quand on prend un cycle géodynamique, on a notre référence qui est ça. On va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je fais du rifting continental et de l'océanisation dans le cycle de Wilson? Quand je fais du rifting continental, eh bien alors, je vais prendre mon diagramme, je vais prendre les valeurs de référence. Je sais que loin du rift, je suis dans les conditions standards de la croûte continentale. Parfait. Je suis là, au plus profond, dans le faciès des amphibolites à épidote. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis je vais aller ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis passé de 30 km à 15 km. Donc la pression a diminué. Par contre, j'ai une remontée de la sténosphère et de la lithosphère sous la croûte. Ça veut dire que je vais amener de la chaleur. Donc le gradient thermique va être plus fort. Je vais donc diminuer la pression et augmenter la température. Parfait. Qu'est-ce que je fabrique à cet endroit-là? Le faciès des granulites de basse pression. Donc le rifting continental fabrique des roches métamorphiques qui sont toutes dans le faciès granulite de basse pression. D'accord? Et si maintenant, on évolue, allons vers l'océan. On le sait, hein, parce qu'on a des tas de données. Vous savez qu'on a, je vous montre ça juste pour rire, parce que vous le connaissez, les laves en coussin, les dorsales, rapides et lentes, que ce soit Pacifique ou Atlantique. Je trouve des basaltes, ou je trouve des coulées volcaniques, je trouve des gabbros. J'ai ce qu'on appelle les fumeurs noirs, avec l'hydrothermalisme. Mais l'hydrothermalisme, pour nous, ça veut dire que je fais circuler des fluides à haute température. Je fais circuler des fluides. Je peux faire du transfert d'éléments chimiques. À haute température, la diffusion est efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour l'ensemble d'un système à une ride standard, où vous avez ici des basaltes en pylône, où vous avez ici un fameux complexe pylonien avec des gabbros, où vous avez ici une chambre magmatique qui produit à la dorsale l'eau de mer descend, l'eau se réchauffe, évidemment elle fait une boucle de convection, c'est un système convectif, bien sûr. C'est ça l'hydrothermalisme. Et l'hydrothermalisme, ça fait quoi? Ça fait que dans les parties supérieures, ici, là, en vert très clair des pylônes, vous êtes dans le faciès métamorphique des zéolites. Dans la partie un peu plus inférieure des pylônes, vous êtes dans le faciès des schistes verts. Si vous descendez encore plus bas, vous allez arriver dans le faciès des amphibolites. Vous voyez que là, vous allez avoir des zéolites, là, vous allez avoir de la clinote, de la chlorite, de l'albite, là, vous allez avoir de la hornblende brune et du plagioclase. Et puis attention, le manteau, il est impliqué, hein.
Là, il ne se passe rien pour le manteau. Par contre, là, je fais de la serpentine, qui s'appelle de la chrysotile. À plus haute température, je fais de la serpentine, mais c'est plus la même. D'accord? Donc, tout l'océan est une roche métamorphique. En fait, dans l'océan, il n'y a pas de gabbro, il n'y a que des métagabbros. Il n'y a pas de basalte, il n'y a que des métabasaltes. Il n'y a pas de péridotite, il n'y a que des serpentinites. C'est le métamorphisme océanique. Même dans un dorsal rapide. Même dans une dorsale La rapide. serpentinite est toujours. Le manteau est Le- toujours serpentinite. Le manteau, il est moins serpentineux que dans une dorsale lente. Par contre, faciès zéolite est présent, schiste vert est présent, amphibolite est présent. Ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire que dans une dorsale océanique, vous vous trimballez quelque part par là. Faciès des zéolites, faciès des schistes verts, faciès des amphibolites. D'accord pour tous? Toujours à basse pression, bien sûr, puisque par définition, à la dorsale, vous diminuez la pression. Les zéolites, les voilà. Ces petits minéraux qui ont des cavités, qui sont très précieux du point de vue industriel, hein, c'est très très utilisé du point de vue industriel, mais vous avez des basaltes avec ces taches blanches qu'on appelle des zéolites. Quand vous passez en schiste vert, vous aurez la chlorite, vous aurez l'amphibole verte qu'on appelle l'actinote, et vous aurez un petit peu d'épidote avec ces teintes jaunes. Sur les basaltes, rien à voir avec la variolite. C'est la variolite. La variolite, c'est quoi? C'est les zéolites. Mais c'est les zéolites, c'est plus de la zéolite maintenant, si. C'est pas des plagioclase. Ah, pas du tout. Le variolite, ce sont d'anciens plagioclases qui sont devenus des zéolites, concrètement. Dans les gabbros et dans les métagabbros, ben, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Hein, vous faites, partant d'un clinopyroxène magmatique et d'un plagioclase, vous fabriquez l'amphibole brune, la rondelane brune. Vous êtes dans le faciès des amphibolites. Quand vous regardez les basaltes du Chenaillet, et qu'effectivement, vous allez regarder les écorces, qu'on appelle souvent les variolites, eh bien, en fait, ça, c'est plein de zéolites. Tous les basaltes du Chenaillet sont truffés de zéolites. Mais parfois, on a aussi ça quand on fait une lame mince. C'est-à-dire qu'on voit de la chlorite. Là, je suis sur une lame mince. Vous voyez les baguettes de plagioclase magmatique, les oxydes magmatiques. Mais par contre, les pyroxènes ont été transformés globalement en chlorite et actinote, amphibole verte et chlorite. Ça se voit encore mieux. Voilà, regardez, vous voyez la teinte vert clair de la chlorite dans les métabasaltes du Chenaillet quand vous faites une lame mince. C'est ça que vous avez. C'est plus un basalte, c'est un métabasalte dans le faciès des schistes verts. Les métagabbros, clinopyroxène, plagioclase, amphibole brune, noire. Vous avez ici magnifiquement Elle est tapée en méthode, l'amphibole brune. l'amphibole brune dans le faciès des amphibolites, oui. Mais en surface, non. C'est-à-dire que normalement, je m'attends à ça. C'est-à-dire que l'amphibole brune devienne verte. On voit ça au Chenaillet. C'est la transition faciès amphibolite, faciès schiste vert. Mais comme les réactions sont lentes, parce que cet objet n'est pas déformé, alors j'ai la mémoire du stade initial magmatique, du premier stade métamorphique et du second stade métamorphique. Donc l'auréole, la première auréole. La première auréole et la seconde. Et la première, C'est l'amphibole brune. brune. Donc je pars du faciès amphibolite, je rentre dans le schiste vert, et puis je vais dans le zéolite, mais sauf que là, je ne les vois pas, parce que les réactions sont trop lentes. Et dans le basalte, il n'y a pas de hand-blend, c'est ça? Alors, Parce que ça va trop vite, ça Non, se non, refroidit trop vite. non, c'est pour cette raison-là. C'est que dans une structure de croûte océanique normale, dans un modèle standard, le basalte est en surface. Donc lui, il ne sera jamais dans le faciès amphibolite. Il sera au mieux dans le faciès schiste vert, À cause de la pression, à cause de la pression. pas la température. Et pas C'est de la une température. question de Non, non, non. Non, c'est pas une question de refroidissement trop refroidissement trop rapide. Pas du tout. Dans l'Inde, elle est à basse pression.
Alors, la hornblende, elle est à basse pression, mais à plus haute pression que l'actinote et que la chlorite. Tout est relatif. Je veux dire, l'actinote comme la hornblende sont des amphiboles. Mais il y en a une qui est stable à PET plus élevé que l'autre. Une amphibole remplace une autre, quoi. Dans les gabbros, puisque les gabbros sont officiellement, là j'ai pris une coupe standard d'une dorsale océanique, hein, pour vous montrer ce qui est attendu. Les gabbros sont sous les basaltes. D'accord, et le manteau est sous les gabbros. Donc évidemment, je n'ai pas les mêmes faciès dans la distribution au moment de la formation de l'aride. Voilà, et donc je traverse toutes ces étapes-là. Et alors évidemment, si je déforme ma roche, voilà, toujours au chenailler, coupé par un filon, vous voyez un filon de basalte qui coupe le plan de foliation. Vous voyez que j'ai plus le pyroxène, j'ai que de l'amphibole, tout est noir. J'ai perdu la mémoire du réactant. Pourquoi? Parce que j'ai déformé et les fluides ont circulé, c'est le plan de foliation ou schistosité, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose, c'est-à-dire le plan principal d'aplatissement, où j'ai hornblende et feldspath, faciès amphibolite, quoi. Réaction complète, parce que j'ai échantillonné dans une zone déformée. Et ce qui est très intéressant, on a vu tout à l'heure que l'âge de formation de la croûte océanique dans le chenailler uranium, plomb, zircon, vous vous en souvenez, 161 plus ou moins 0,8. Ouais. Eh bien, si on mesure par la même méthode les minéraux métamorphiques, ça a été fait au chenailler, vous voyez que les âges sont à 161,3, 158,4, c'est-à-dire que c'est bien contemporain de la formation de la croûte océanique. Donc c'est bien du métamorphisme océanique, puisque ça a le même âge que l'aride. En fait, les réactions à l'échelle géologique sont suffisamment rapides. Elles sont. La réaction a lieu quand je suis dans un endroit où j'accélère la vitesse de réaction. Si je travaille... Oh, pardon. Si je travaille là, la réaction est très lente. Les réactions sont très lentes. Donc tout dépend de ce que je veux observer. Est-ce que je veux comprendre ce qu'était la roche avant le métamorphisme et quel est son trajet pression, température, temps? Dans ce cas, je vais chercher la roche la moins déformée possible. Ou est-ce que je veux savoir ce qui se passe quand je travaille dans le faciès des amphibolites pour être sûr que je suis à l'équilibre dans le faciès des amphibolites? Là, je vais chercher la roche foliée. Ce qui veut dire que je pars d'ici et je fais ça au fil du temps. Mon gabbro, il passe d'amphibolite à schiste vert et puis aux éolites, sauf que les éolites, je ne les vois pas, ou très rarement. Et puis je suis à la surface, au chenailler, où je devrais avoir de l'argile, que je ne vois pas, parce que les réactions sont trop lentes. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ben, ça vous le connaissez, la subduction. Qu'est-ce que ça veut dire la subduction du point de vue métamorphisme? Alors c'est ce schéma-là. On reprend nos faciès. Ce que vous connaissez le mieux, c'est ça. Schiste bleu. Éclogite, dans la zone de Benioff, hein, on en a parlé ce matin. Mais là, dans la plaque supérieure, puisqu'il y a du magmatisme calco-alcalin, puisque je déshydrate la croûte qui plonge, la lithosphère qui plonge, je transfère des magmas chauds issus du manteau à la base de la croûte. Donc la température devient importante en base de croûte. C'est plus le gradient standard. Je passe dans les conditions du faciès granulite de pression intermédiaire. Et puis, les liquides magmatiques qui bougent, donc ils transfèrent de la chaleur et des fluides. Je me trouve là. Donc j'ai ce qui se passe dans la plaque inférieure et ce qui se passe dans la plaque supérieure d'une zone de subduction. Je n'ai pas les mêmes faciès métamorphiques. Et vous voyez que je balaye plein de faciès dans la zone de subduction. Est-ce que dans la subduction de l'océan alpin, on trouve des exemples? Alors, on n'a pas l'arc magmatique
puisqu'il a été détruit par la collision. Alors, il existait. Donc, il a existé quelque part. Le problème, c'est que comme je suis dans une chaîne de collision qui a détruit la géométrie de la subduction, j'ai détruit cette partie-là du système. Donc il n'y a rien de fait tout, en fait. Même en érosion, même en conglomérat. Alors, on le trouve, il y a des endroits, et là on entre dans une discussion qui est encore l'objet de gros débats actuels. Je suis moi persuadé, je pense connaître 2 ou 3 endroits où je vois ça. C'est pas démontré. Donc comme c'est pas démontré, je le présente pas. D'accord? Pour le moment. Dans les Alpes. Hein? Dans les Alpes. Alors attention, quand on dit j'ai schiste bleu et j'ai éclogie, souvent quand on dit schiste bleu, on se dit bon, ben, j'ai une roche à glaucophane, et puis là j'ai grenaille, jadéite. Mais comme on l'avait vu tout à l'heure, voilà. Donc un schiste bleu c'est ça, une éclogite c'est ça. Pression, température. Plus basse température, plus basse pression, schiste bleu. Plus haute pression, plus haute température, éclogite. Mais souvenez-vous, vous m'aviez fait la remarque. La glaucophane, elle peut être stable vers les plus hautes pressions. D'accord? Mais le grenat aussi, vers les plus hautes ou les plus basses. Et donc, je peux parfaitement avoir des schistes bleus à grenat. Mais je n'aurai pas la jadéite. Mais je peux parfaitement avoir des éclogites à glaucophane. Mais j'aurai grenat et jadéite, plus glaucophane. Donc glaucophane ne veut pas forcément dire schiste bleu. Glaucophane est stable en schiste bleu et en éclogite faciès. Grenat ne veut pas forcément dire éclogite. Le grenat, il est stable dans les schistes bleus. Ce qui veut dire éclogite, c'est grenat, jadéite, glaucophane. Oui. Là, vous voyez qu'il m'en manque un des 3. Il me manque le pyroxène sodique, qui n'est pas stable dans le faciès des schistes bleus. Il devient quoi alors? Pardon? Il devient quoi, ce pyroxène? Il devient gelé, c'est celui qui devient gelé. Mais lequel pyroxène? Il a celui qui a disparu, là. Sodique. Alors là, je suis dans un cas de figure où, quand je suis dans l'éclogite faciès, j'ai pris un exemple d'éclogite totalement recristallisée, où je n'ai plus du tout la mémoire des réactants. D'accord? Donc là, le pyroxène magmatique est devenu de la jadéite. Là, le pyroxène, les éléments chimiques du pyroxène sont entrés dans la composition du grenat. Et de la glaucophane, parce que la glaucophane, il me faut du silicium, de l'aluminium, du fer, du magnésium pour la former, que j'ai piqué dans le pyroxène magmatique. Et dans ce faciès des schistes bleus, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai repris des données de minéralogie expérimentale. Voici le champ de stabilité de la glaucophane. Vous voyez que je peux aller haut en pression, hein, mais pas en température. Mais en pression, je peux aller haut. Et puis, je vous ai mis 2 réactions classiques qui sont bien connues, qui sont robustes. La transition épidote-lawsonite, dont nous avons parlé ce matin. Vous voyez que la lawsonite est à plus basse température que l'épidote. Et puis la fameuse transformation albite donne jadéite plus quartz. Et j'ai mis la limite du faciès des schistes bleus, qui est ce domaine-là, entouré en rouge. Vous voyez alors que dans le même faciès, pour des pressions et des températures différentes, je peux me trouver ici, donc je suis à glaucophane stable, épidote stable, albite stable. Donc j'aurai l'association glaucophane, épidote, albite. D'accord? Si je me trouve là, j'aurai glaucophane stable, lawsonite stable, albite stable. Glaucophane, lawsonite, albite. Mais si je me trouve ici, j'aurai glaucophane stable, lawsonite stable et jadéite stable. L'association sera glaucophane, lawsonite, jadéite. Donc vous voyez qu'à l'intérieur d'un même faciès, on peut faire des subtilités, des distinctions, qui sont importantes. Ça veut dire que la glaucophane est toujours stable ici. Glaucophane et épidote co-stables, le vert et le bleu, ici, enfin le jaune et le bleu. Développement de la lawsonite,
associé à la glaucophane, image qu'on a vue dans les Alpes ce matin. Voilà un schiste bleu à lawsonite et glaucophane, par exemple. D'accord? Donc voilà des images, alors la glaucophane c'est toujours la même, hein. La lawsonite en lame mince et en lumière polarisée, ça donne ces petits minéraux comme ça, qu'on reconnaît extrêmement facilement, qui sont très caractéristiques des basses températures. Et c'est pour ça que sur le plan de Benioff, dans le métamorphisme qu'on a appelé franciscain ce matin, on fait les schistes bleus à lawsonite, les schistes bleus à épidote, et les éclogites en augmentant progressivement P et T. OK pour tous? Voilà comment on le sait. Alors évidemment, on retrouve l'image qu'on a vue ce matin. Éclogites, schistes bleus sont échantillonnés le long du plan de Benioff et remontent dans le chenal de subduction. On va aller, comme ce matin, dans une zone de subduction active. On va la revoir. La plaque Cocos, la Caraïbe, la plaque Amérique, c'est exactement ce qu'on a vu ce matin. Donc je n'y reviens pas. Je trouve partout éclogite et schiste bleu. Donc dans la plaque plongeante, je n'ai pas d'ambiguïté sur ce qui se passe. Je vous remontre les Alpes qu'on a vues ce matin. Et si je fais une carte métamorphique des Alpes, voilà la carte métamorphique des Alpes avec tous les faciès qui sont représentés. Vous voyez que globalement, je passe du faciès à peine schiste vert, schiste vert, schiste vert, schiste bleu à basse température, schiste bleu à plus haute température, éclogite à quartz, éclogite à cohésite dans certains domaines. J'ai globalement une chaîne froide, quoi, du point de vue métamorphique. C'est-à-dire que si je porte ça dans l'espace pression-température, j'ai un paléogradient apparent de 7 degrés par kilomètre, typique des zones de subduction. Donc le métamorphisme alpin, il est fondamentalement contrôlé par la subduction. Mais là au-dessus, je vous ai dit qu'il se passait des choses. Et on doit avoir un métamorphisme où, partant de la base du système pour aller vers le haut du système, je vais passer du faciès zéolite, schiste vert, jusqu'au faciès granulite de pression intermédiaire, en profondeur. Et donc, vous voyez que le schiste vert, je l'ai vraiment à très basse pression, c'est-à-dire à faible profondeur, parce que j'ai un gradient thermique anormalement fort. C'est pourquoi ce sont les zones géothermiques, hein, où on fait de la géothermie de haute température, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut l'observer, ça? Toujours le principe d'actualisme. Est-ce que sur une zone de subduction actuelle, je vois ça? OK? On retourne au même endroit, mais cette fois-ci, on va regarder l'arc des Petites Antilles, le prisme de subduction, le prisme d'accrétion de la Barbade, l'arc magmatique actif aujourd'hui. Vous avez ici Montserrat, vous avez la Guadeloupe, vous avez ici la Martinique, vous avez ici Sainte-Lucie, là vous avez la Dominique, là vous avez la mer des Caraïbes, et là vous avez la subduction de la plaque atlantique à 2 cm par an à peu près, qui plonge sous l'arc dit des Petites Antilles. Et là vous avez les grands décrochements, la faille del Pilar, on se trouve ici au Venezuela, qui est juste situé devant l'arc actif. Cet arc, il est bien connu, et on a les mesures des gradients géothermiques qui sont connus aujourd'hui, qui ont été mesurés, aussi bien à terre qu'en mer, depuis maintenant, allez, on va dire 7 à 8 ans, et on sait que le gradient géothermique mesuré, ça c'est pas du modèle, hein, c'est de la mesure in situ, ben, les gradients géothermiques qui varient dans cette zone-là entre 70 et 100 km, 70 à 100 degrés par kilomètre. Ça veut dire que si c'est vrai, je dois être dans le faciès des schistes verts, green schist, oui c'est en anglais. Hein. Donc là je suis 70, c'est là, 100 c'est là. Vous voyez que je vais dans le faciès des schistes verts à des pressions qui sont extrêmement faibles, donc à des profondeurs qui sont extrêmement faibles. Est-ce que je vois ça ou pas sur le terrain? Question majeure, parce que là ça fonctionne aujourd'hui, hein. C'est une zone de subduction actuelle. On va en Guadeloupe, et en Guadeloupe, on a différents complexes volcaniques. La soufrière que vous connaissez est ici. Ça, c'est celle qui fonctionne aujourd'hui.
les laves de la soufrière sont situées au-dessus des laves de la chaîne axiale. Les laves de la chaîne axiale sont situées au-dessus des laves de la chaîne qu'on appelle du nord. Et puis, tout ça, tout ce machin, est situé au-dessus de ce qu'on appelle le complexe basal. Complexe basal, ça veut dire que c'est le machin qui est sous le système soufrière, en dessous, et qui affleure ici. Alors pourquoi il affleure? Parce qu'on a des taux d'érosion en Guadeloupe qui sont très très importants. Les taux d'érosion en Guadeloupe, ils sont de l'ordre de 1 km par million d'années. C'est les conditions équatoriales. C'est les conditions extrêmes d'érosion. Donc on les a mesurés, on les connaît, 1 km par million d'années. Or, le complexe basal, nous l'avons daté, et le complexe basal, vous le voyez, les âges vont jusqu'à 4 millions d'années. C'est-à-dire qu'une roche qui s'est formée il y a 4 millions d'années était située à 4 millions d'années, peut-être sous 3 ou 4 km de profondeur, puisqu'aujourd'hui elle est érodée, et que le taux d'érosion c'est 1000 mètres par million d'années. Donc une roche qui a 4 millions d'années et qui aujourd'hui est en dessous, eh ben, elle est exhumée parce qu'il y a des failles normales qui exhument le système, mais elle a été située à quelques kilomètres de profondeur. Quelle est la gueule de la roche, qui officiellement est une andésite? Et en Guadeloupe, les andésites sont des andésites à amphibole et pyroxène, comme partout dans l'arc des Petites Antilles. Je vais sur le terrain et voilà ce que j'observe dans le complexe basal. D'abord, pour une andésite, je suis un peu surpris parce que vous voyez que j'ai un plan de schistosité avec des enclaves, vous les voyez ici, magmatiques, hein, de roches micro-grenues, comme c'est classique dans toutes les andésites. Puis je fais une lame mince là, et je m'aperçois que voilà le plagioclase de l'andésite, je suis content. Voilà le clinopyroxène de l'andésite, je suis content, mais ils sont bouffés par chlorite et mica blanc. Chlorite et mica blanc, ça n'a rien à faire dans une andésite. C'est le faciès des schistes verts. Donc l'andésite du complexe basal, c'est une méta-andésite dans le faciès des schistes verts. D'accord pour tous? Donc on sait ce qui se passe quand il ne se passe rien, on sait ce qui se passe quand je fais du rifting, on sait ce qui se passe quand je fais l'océanisation, on sait ce qui se passe en subduction aussi bien là que là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en collision continentale quand j'ai fermé l'océan? Alors pour ça, ben on va en Himalaya, on a déjà vu ce matin, la plaque supérieure, le Tibet, la plaque inférieure, la plaque indienne, tous les chevauchements, les ophiolites qui marquent la zone de suture, parfait. Et on va regarder la distribution du métamorphisme dans les objets qui sont ici. Collision continentale, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Là, 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 là et là. Je ne m'intéresse plus à ce qui se passe là, hein, parce que ça, c'est la mémoire de la subduction. D'accord? Je vais m'interroger à ce qui se passe ici. Alors, on va prendre un schéma simplifié, et on va se dire, il y a un bassin flexural, je suis en collision continentale, il y a un ou des chevauchements frontaux, et puis j'ai un sous-charriage d'une ou plusieurs écailles. Quelles sont les transformations minéralogiques progressives en collision continentale que je vais pouvoir calculer en utilisant les conditions de profondeur et le gradient géothermique mesuré, puisque je sais calculer toutes les réactions grâce à la thermodynamique. D'accord? Et bien voilà ce qui se passe. Le chemin typique de la collision continentale, je pars d'ici, je passe en schiste vert, je passe à amphibolite à épidote, à amphibolite, jusqu'au faciès des granulites de haute pression, à la racine crustale. C'est un métamorphisme caractéristique dont je vous ai dit ce matin qu'il s'appelait le métamorphisme barrovien, défini en Écosse par George Barrow. Les minéraux vont suivre un chemin, un paléogradient. Vous voyez que je n'entrerai jamais dans le champ de stabilité de la glaucophane. Par contre, je vais rencontrer la chlorite, je vais rencontrer la muscovite, je vais rencontrer la biotite, je vais rencontrer le grenat, je vais rencontrer le staurotide,
je serai dans le champ du dystène, et puis quand storotide sera devenu instable, et muscovite sera devenu instable, j'entrerai dans le champ de la silimanite à haute température. Voilà le gradient barovien. Je peux prédire, grâce à ma grille pétrogénétique, la succession des minéraux et les minéraux emblématiques auxquels je m'attends. Les minéraux emblématiques, les voilà. Dans la collision continentale, le minéral emblématique, c'est le storotide. C'est un silicate ferromagnésiien qu'on reconnaît aisément, surtout avec la marque Lancroix, qui est caractéristique, mais qu'on voit souvent comme ça. Voilà le faciès des amphibolites typiques, storotide associé au dystène, avec la bleu nacré. Storotide et dystène qui pourront être associés au grenat. Image typique du métamorphisme barovien, minéralogie caractéristique. Vous voyez que c'est plus glaucophane, jadéite, lawsonite, tous ces machins-là. C'est fini. On est passé dans un autre monde. Et à la racine, bien sûr, à la racine, 60 km de profondeur, les conditions de l'ordre de 12 à 14 kbar, plus de 700 degrés, je me trouve là. Donc, que j'ai de l'eau ou que je n'ai pas de l'eau, je m'en fous, je fonds. Donc, à la racine orogénique, je fais des migmatites, c'est-à-dire des liquides. Et les migmatites, ça va produire des liquides qui vont remonter vers la surface pour former des granites. Donc, dans toutes les chaînes de collision de la Terre du monde, je peux fabriquer des granites. Y compris dans les Alpes, sous les Alpes, actuellement. Mais ils existent. Il suffit d'aller voir l'endroit où j'ai la tuyauterie pour qu'ils sortent, qui s'appelle la ligne insubrienne. Et vous verrez le granit du Bergel, vous verrez le granit de la Damello, daté à 30 millions d'années. Bien sûr que j'ai fait des granites. Il me semble que je ne sais plus qui c'était, que quelqu'un nous a dit que les Alpes n'étaient pas assez larges. C'est pas. La largeur, c'est. Là, vous confondez deux choses. La largeur n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait ou pas fusion partielle. Ce qui compte, c'est la température à la racine. Quand vous êtes dans les Alpes occidentales, là où nous sommes ici, la racine crustale est à des températures qui est inférieure à la limite de fusion. Donc, vous ne générez pas de granit. Par contre, quand vous êtes dans les Alpes centrales, en Suisse, pour la frontière entre l'Italie et la Suisse, là, vous êtes dans des conditions thermiques beaucoup plus fortes, et c'est là que vous faites des granites. Parce que la racine est plus chaude. Non, elle n'est pas plus épaisse, elle est plus chaude. Pourquoi plus chaude là? Elle est plus chaude là, il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que j'ai peut-être des matériaux plus radiogéniques, parce que ce qui confère la chaleur, c'est potassium, uranium, thorium. Donc je peux avoir des portions de croûte continentale plus enrichies, mais je peux avoir aussi un manteau plus chaud en dessous. Il y a plusieurs raisons qui font que je peux avoir ou pas cette fusion partielle à la racine. Et je ferai donc ces fameuses migmatites avec les leucosomes et les mélanosomes, les restiques si vous préférez, et puis les liquides. En Himalaya, c'est caractéristique, puisque on va arriver, vous voyez, dans des conditions qui sont celles-là, sans aucun problème. On a largement dépassé les courbes de fusion dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le terrain? Dans toutes les chaînes de collision, on va commencer par voir se développer la chlorite avec la muscovite. Stade numéro 1, chlorite muscovite. On appelle ça souvent, comme on veut me donner des noms barbares qui ne servent à rien, un chloritoschiste. Bon, schiste vert, quoi. On ne va pas chercher des chloritoschistes. Mais je peux aussi avoir muscovite, biotite et chloritoïde, un minéral très particulier. C'est ces petites baguettes noires ici. On voit très bien sur cet échantillon. Et le chloritoïde, en la mince, le voilà. Ça, c'est un micaschiste cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup de mica, un chloritoïde. Le chloritoïde, c'est un silicate riche en fer, magnésium, manganèse, très alumineux et très hydraté. C'est pour ça qu'il est stable à basse température et basse pression dans le faciès des schistes verts. C'est un peu plus chaud que la chlorite. Ça, c'est dans des granites? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, tout ça sont les roches métamorphiques
que je vais trouver en suivant le gradient de la collision, jusqu'à arriver au granit. Donc j'ai commencé ici, dans le domaine où je commence à faire de la fluorite. Après, je vais faire de la muscovite, de la biotite. D'accord? Il y a une chose qui me perturbe un petit peu, c'est que moi, jusqu'à présent, je disais aux élèves que les diagrammes pression-température, ils étaient faits soit pour la croûte continentale, soit pour la croûte océanique. Parce que le magma de base, les éléments chimiques à partir desquels on part, ne vont pas donner les mêmes minéraux. Oui, ça Là, c'est je vois qu'il y a un mélange entre la glaucophane et les... Quel mélange? Bah, il y a de la glaucophane là-dessus, il y a des Mais, sauf que là, je n'aurai jamais le storotide avec la glaucophane. Je vous ai mis exprès le champ de stabilité de la glaucophane pour vous montrer que sur ce gradient-là, vous n'aurez jamais de glaucophane. Vous êtes en dehors du champ de stabilité de la glaucophane. Oui, on pourrait mettre tous les éléments qui sont liés au diagramme Alors, traité de C'est un l'océanique, mélange des deux en fait. Non, c'est pas un mélange du tout. Enfin, mais on n'aura jamais dans ce contexte-là les éléments. Ici, même si tu prenais un basalte, et je vais vous en montrer, il va passer sur ce gradient-là, mais il ne sera jamais à glaucophane. D'accord? et si on lui met un petit coup de pression à ce bazar, Ah mais si tu lui mets Ça un va quand petit même coup de pas pression, faire un- mais tu ne peux pas lui mettre un petit coup de pression, puisque tu es en collision continentale. Tu ne peux pas l'envoyer à plus grande profondeur. La collision continentale, c'est continent-continent. Et la croûte continentale, elle ne peut pas descendre plus bas que la croûte océanique, oui, parce qu'elle est plus dense. Donc évidemment qu'en croûte océanique, en subduction, je vais aller vers les hautes pressions, mais je ne serai jamais dans ces conditions-là en croûte continentale. Mais Dora Mera, ça descend très profond. Non? Oui, Ça, c'est un cas tout à fait singulier qu'on ne connaît pas dans le gradient barovien, parce que Dora Mera est un morceau de croûte continentale entraîné par la lithosphère océanique pour aller jusqu'ici, en subduction. D'accord, c'est pas collision. C'est pas collision. Là, je vous parle strictement de la collision continentale. Et donc, les matériaux ne peuvent pas être océaniques, puisque c'est de la croûte continentale. Mais ça n'a rien d'embêtant. C'est juste pour te dire que, quelle que soit la chimie du matériel que je prenne, même si je prenais un métabasalte, il n'entrerait jamais dans le champ de la glaucophane. Il resterait toujours dans le schiste vert, puis dans le faciès amphibolite. Mais jamais j'aurai du schiste bleu. Jamais j'aurai une éclogite. Même si j'ai la bonne chimie pour le faire. Je ne la ferai jamais. Donc là, j'ai pris exprès. Ben voilà, ça c'est une métapélite. C'est un métasédiment typique de la croûte continentale qui te fait un micaschiste. Roche classique dans les chaînes de collision. Ça, en fait, c'est un métabasalte dans le faciès des schistes verts. Et je suis en collision, parce que je peux avoir des basaltes dans la croûte continentale, sans aucun problème. Donc les deux seront impliqués dans mon système de collision. Je vais fabriquer donc ces roches à chloritoïdes, quartz, muscovite, biotite qui sont caractéristiques. Et puis, je vais passer à la formation du grenat et de la biotite, dans un stade 3. Et voilà, je verrai des roches à 2 micas, muscovite, biotite, grenat. J'ai plus le chloritoïde. Là, c'est de la schistosité, là, des fois. Oui, oui, bien sûr, c'est le plan de foliation général, oui, bien sûr. Mais j'ai le grenat à la place du chloritoïde. J'ai plus le chloritoïde, j'ai le grenat. Je peux avancer et je vais trouver des roches à distène, vous le voyez, storotide, grenat. Voilà le distène avec son éclat nacré, bleuté, caractéristique. Voici le storotide, et puis vous avez les petits grenats qu'on voit partout. Storotide magnifique, associé à du grenat. Du distène, grenat, storotide, distène. C'est un micaschiste au sens classique du terme, c'est-à-dire une roche schistosée riche en mica. C'est tout ce que ça veut dire. C'est du faciès amphibolite. C'est un métasédiment dans le faciès des amphibolites. Donc un micaschiste, un grenat, storotide, distène, biotite, muscovite, quoi. Voilà en la main, sous storotide, à quoi ça ressemble. Storotide, muscovite, biotite, grenat.
Là encore, le staurotype, c'est un minéral qui est riche en fer, en aluminium, qui est hydraté. Et donc, c'est pour ça que je vais le trouver, parce que dans un métasédiment, j'aurai tous les éléments chimiques qui sont là pour fabriquer le staurotype si j'ai les bonnes conditions de pression et de température. On en a vision. De ça, Des staurotypes. Non. Ah non, je confonds avec. Non, tu confonds avec autre chose. Ouais. Tu confonds avec le chloritoïde. Chloritoïde. Il n'y a pas de staurotype. Et il était dans les sédiments. Oui, dans les métasédiments. Et je vais trouver donc l'apparition du distène. Là, je vous l'ai montré sur un macroscopiquement avec son éclat bleu nacré. Microscopiquement, voilà comment ça se présente en lumière polarisée non analysée, lumière naturelle. Vous voyez un relief très fort et un double clivage perpendiculaire caractéristique du distène. Distène, biotite, voilà une autre section du distène où j'ai qu'une seule trace de clivage visible en fonction de la section dans ma lame mince. Le plagioclase, bien sûr, est toujours stable avec le quartz. Donc j'ai quartz, plagioclase, biotite, distène, grenat si j'ai envie, jusqu'à arriver à la fusion partielle, quand je suis à la racine orogénique, où là je vais faire des migmatites, que nous avons vu tout à l'heure, avec les mobilisas, le produit de la fusion, et en lame mince, je trouverai cette fois-ci des amas fibreux de silimanite. Je ne suis plus dans le champ du distène. J'ai quitté le faciès des amphibolites, où le distène était stable. Je suis entré dans le faciès des granulites, où c'est la silimanite qui est stable à la place du distène. D'accord? Donc je fais des migmatites et de la silimanite dans mes roches. Un, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on vient de voir comme séquence. 1, 2, 3, 4, 5. On a suivi le gradient barovien. Quand je suis un gradient barovien, dans la plaque inférieure qui entre en collision, j'ai cette distribution des conditions P et T, et donc j'ai cette succession d'assemblages minéralogiques que vous trouvez dans toutes les chaînes de collision. Postérieurement à la subduction, bien sûr. Et si vous allez en Himalaya, puisque c'est quand même là que ça a été défini, voilà, l'énigmatite, elle vous donne des liquides qui vont être collectés, parce qu'il faut une tuyauterie, hein. Sinon le liquide il ne remonte pas. Donc la tuyauterie, c'est les filons. Et les filons, ils vont aller se connecter pour former des leucogranites. Tout ça, c'est des filons. Oui, tout ça, ce sont des filons. Et regardez, j'arrive ici au leucogranite, qui est une intrusion dans les roches métamorphiques environnantes. Mais lui, il a été produit à plus grande profondeur et le liquide transféré vers la surface. Mais comme en Himalaya, j'ai un dénivelé très très conséquent puisque je dépasse les 7 à 8 000 mètres, je peux voir des sections, des tranches entières de ma chaîne de collision. C'est pour ça que c'est la chaîne de référence. La production de telles intrusions là, avec des liquides qui remontent, est-ce que ça participe à l'élévation d'une chaîne de montagne? Alors, l'élévation, je ne suis pas sûr. Mais je mets en place des objets peu denses. Donc, je facilite les hautes topographies. Ça, c'est clair. La question est, quel est le rapport entre la vitesse d'érosion, qui est très forte en Himalaya, et la quantité de liquide que j'introduis? En tout cas, ça doit augmenter la fragmentation. Oui, ça c'est clair. Ça c'est très clair. La simple mise en place des filons fracture la roche encaissante. Donc là, on facilite l'érosion, d'autant plus. Alors, quelquefois, je dis bien quelquefois, il peut se produire, c'est pas systématique. Là, j'insiste beaucoup, je vais revenir à la question de chaînes larges et aux conneries qu'on a racontées sur les Alpes occidentales, malheureusement, ces dernières années. Il existe des cas de figure dans les chaînes de collision où, une fois la collision finie, là, j'ai pris un cas, je prends un schéma simple, hein, exprès. Donc voilà, j'ai plusieurs écailles de croûte continentale, les unes sur les autres, mais bien sûr, j'ai la lithosphère associée. Et si j'ai épaissi ça, j'ai également épaissi ça.
À la racine ici, je suis à des pressions plus fortes que la normale. Mais c'est vrai aussi pour la lithosphère, qui se densifie. Pour le manteau, quoi, si vous voulez. Et il peut arriver que la densité du manteau soit telle qu'on ait ce qu'on appelle un détachement de la racine lithosphérique. C'est-à-dire qu'il est trop dense par rapport à son environnement. Et il casse, il tombe. On le voit en tomographie sismique dans certains endroits. Très bien. Sous les chaînes de montagne. Sous certaines chaînes de montagne. Attention. Mais si j'enlève ce machin-là, j'amène de la chaleur. Donc j'augmente la température à la base de la racine. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une racine épaisse qui pèse sur une chaîne épaisse, pardon, qui pèse sur une racine molle. J'ai un machin qui appuie et j'ai un truc mou qui a perdu sa résistance. Qu'est-ce qui se passe à la racine? Elle s'étale. Et si la racine s'étale, elle s'amincit. Ici, elle s'étale et elle continue à fondre, mais en surface, elle casse si elle s'étale. Ça ne veut pas dire que j'ai de la divergence de plaques. Ce ne sont pas les forces aux limites, mais ce sont les forces de gravité qui, pendant un court instant, à l'échelle géologique, peuvent devenir plus fortes que les forces aux limites. Et donc, à partir de là, la racine s'étale. Là, je fais des roches dans le faciès granulite de basse pression. J'y mets des liquides, évidemment, parce que le manteau asténosphérique fond et entraîne des intrusions de gabbro qui amènent de la chaleur à la racine orogénique. Mais en surface, je fais des bassins sédimentaires avec des objets, des sédiments qui auront le même âge que les migmatites ou que les granites formés à ce moment-là. Ça, c'est la chaîne Varisque. C'est le massif central français, avec les bassins stéphaniens. Ah oui. Ben oui, bassin stéphanien, 300 millions d'années. Âge des granites du Velay, 300 millions d'années. Au même endroit, je fais des migmatites, des granites et des sédiments. En fin d'histoire de chaîne, à la fin du Carbonifère. Dans le massif des Mortadrons, vous avez la même chose, avec des bassins stéphaniens qui sont ouverts en même temps que je fais des granites juste à côté. Que ce soit quand même des massifs très compacts, très importants. Ben, ça donne des objets. Ben, le dôme du Velay, c'est le plus grand dôme d'Europe, de migmatite connu en Europe. La chaîne Varisque, Pour que la couche se détache en dessous, il faut qu'on ait un truc. pour que la lithosphère, Oui, bah, le manteau lithosphérique se détache, il faut surtout que j'ai eu une épaisseur importante lors de la collision pour densifier le manteau. c'est ce qui peut se passer donc sur l'Himalaya. Et c'est ce qui se passe en partie sous l'Himalaya. C'est ce qui s'est passé, à notre avis, sur la chaîne Varisque au Carbonifère. Parce que partout dans la chaîne Varisque au Carbonifère, à l'échelle de l'Europe, on trouve cette évolution-là. Et donc le volcanisme permien, ce serait. Non. C'est pas la suite de ça. Non, parce qu'il est plus tard que 300. Le volcanisme permien, il est à 280. Malheureusement. Alors on peut avoir, il y a quelques cas de figure où on est en train de se dire, il y aurait peut-être une continuité entre l'évolution tardi-carbonifère et le début du Permien. C'est sujet à discussion. Alors ça s'appelle l'effondrement gravitaire. Et donc de l'extension dans les chaînes de montagne. Et certains ont voulu appliquer ce modèle aux Alpes occidentales. Vous avez de l'extension dans les Alpes, bien sûr. Donc on a vu pendant quelques années surgir des propositions, oh là là, mais il y a de l'étalement gravitaire dans les Alpes occidentales. C'est délirant. La racine est froide et elle n'est pas détachée, puisque géophysiquement, on l'image complètement aujourd'hui à 50 ou 60 km de profondeur. Il n'y a jamais eu d'étalement gravitaire dans les Alpes. Il y a de l'extension tardive dans les Alpes, mais qui n'a rien à voir avec ce processus-là. Rien, rigoureusement rien, pour les Alpes occidentales. Soyez honnêtes. Donc attention, ce processus peut se produire, mais il n'est pas systématique.
Il y a plein, dans les Calédonides, par exemple, notre chaîne ancienne, il y a des endroits des Calédonides où ça existe et des endroits où ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas systématique. C'est juste une des possibilités parmi d'autres de l'évolution de la lithosphère continentale. D'accord? Donc, si j'essaye maintenant alors voilà ce qu'on va trouver, hein, quand je prends l'exemple du Massif central, je vais trouver des migmatites avec un minéral en patatoïde bien caractéristique, vert noir, ça s'appelle la cordiérite. Peu importe le nom du minéral, c'est un minéral riche en silice, alumine et H2O, dans des granites. Et j'ai des dômes de migmatite, le dôme du Velay, vous voyez, gigantesque dôme, en même temps que s'ouvrent des bassins. Et je peux avoir des cas de figure qui ont perturbé les géologues pendant des années et des années. Parce que je peux très bien avoir ici une migmatite légèrement plus jeune que les sédiments qui est dessus. Ben ouais. Et donc la notion de socle et couverture est totalement prise en défaut. Ah ben oui, bien sûr. Si jamais la base de la croûte fond et qu'elle me remonte des migmatites que je vais appeler socle et que dessus j'ai un bassin sédimentaire Pennsylvania, enfin, comme disent les Français, stéphanien, le terme de stéphanien est fini aujourd'hui, il est remplacé par le terme de pennsylvanien, c'est la même échelle stratigraphique, hein, ça s'appelle le pennsylvanien. Je peux avoir un sédiment avec un fossile légèrement plus ancien que le gneiss qui est en dessous. Et là, ça a perturbé la communauté pendant des années et des années en disant, mais attention, comment c'est possible qu'un sédiment soit plus jeune que le granit sur lequel il repose? Eh bien, parce que le granit s'est formé en profondeur et qu'il est remonté en même temps que le bassin s'était ouvert. Je peux avoir un diachronisme ou un synchronisme entre sédiments et granitoïdes. Donc la notion de socle-couverture, dans ce cas-là, elle est battue en brèche. D'accord? Donc vous voyez, il faut vraiment analyser les choses avant de conclure trop vite. Et j'ai une question pour revenir sur le métamorphisme au sens strict du terme. On n'a pas forcément de lien entre une roche qui est riche chimiquement avec un métamorphisme élevé. Ça, Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de lien. Rien, aucun. Aucun. La chimie va vous conditionner, dans les conditions P et T données, la nature des minéraux qui apparaissent. Donc là, ça facilite ou n'importe quoi. Rien, absolument rien. Il est clair que si dans une roche, vous avez, je vais prendre le cas extrême, je vais prendre un calcaire. Dans un calcaire, j'ai de la calcite. Je n'ai pas de fer, je n'ai pas de magnésium, je n'ai pas d'aluminium, je n'ai pas de silice. Quel que soit le faciès dans lequel je trimballe le calcaire qui va devenir un marbre, eh bien, je recristalliserai la calcite et la calcite et la calcite, et je ne ferai pas de grenat, je ne ferai pas de glaucophane, je ne ferai pas... Le calcaire, c'est une roche épouvantable, parce que quel que soit le faciès dans lequel je la trimballe, il ne se passe rien. D'accord? Enfin, il se passe plein de choses, mais c'est que de la calcite, quoi. Et donc elle recristallise. Ah bah oui, bien sûr, je vois bien que c'est plus un calcaire, puisque j'ai plus les fossiles, tout est recristallisé, et j'ai un marbre. Mais avec un marbre, je ne sais même pas dans quel faciès je me trouve. J'ai l'air con avec mon marbre. J'ai mon marbre, et puis je dis voilà, c'est un métacalcaire. Quelle surprise! Il y avait un sédiment carbonaté avant la chaîne de montagne. Si tu as envie de faire un plan de travail, éventuellement. Voilà, donc bon. Maintenant, quand j'ai la chance de prendre un truc très diversifié, et le plus diversifié, c'est les métasédiments, en particulier les pélites. Parce qu'une pélite, ça contient Si, O, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, Mn, OH. Alors là, j'ai 10 éléments chimiques. Alors là, le nombre de réactions que je vais pouvoir déclencher, là, c'est le bonheur, le métasédiment. Parce que le métasédiment, il va parler très rapidement. N'importe quelle variation de P et T, dans une métapélite, ça va apparaître. Un autre machin qui est sympa, c'est la croûte océanique, le métabasalte.
Le métabasalte, lui, ben, il est aussi riche en SI, O, Fe, Mg, Ca, Na, sauf qu'il n'aura pas de potassium. Donc il ne pourra jamais faire apparaître un mica, parce que je n'ai pas le potassium. Pas de biotite, pas de muscovite, pas de feldspath potassique. D'accord? Donc évidemment, l'objet que j'observe, il dépend de la chimie initiale et des conditions P et T dans lesquelles je l'ai porté, du chemin pression-température qu'il a suivi et de la vitesse des réactions. Et in fine, moi, géologue, j'observe une roche sur le terrain qui a une histoire polyphasée et je vais essayer de remonter tous les stades de l'histoire, c'est-à-dire la boucle pression, température, temps au cours du système orogénique pour rétablir les paléogradients géothermiques qui vont me donner le contexte géodynamique. Parce que quand je résume tout, ben voilà, quand j'ai ça, c'est la subduction, quand j'ai ça, c'est la collision continentale actuelle de l'Himalaya, c'est le Barrovien, et puis quand j'ai ça, c'est ce que je trouve dans les arcs insulaires, donc la plaque supérieure des zones de subduction, l'arc des Petites Antilles, ou bien les dorsales océaniques, évidemment. Donc, quand j'ai ça, j'ai pas d'hésitation. Quand j'ai ça, j'ai pas d'hésitation. Quand j'ai ça, j'ai pas d'hésitation. Mais parfois, ça peut se développer sur ça. La collision peut suivre la subduction. D'accord? Et éventuellement gommer le message de la subduction. Et si jamais j'arrive alors dans le cas de figure extrême que je vous ai décrit avec le détachement de la racine orogénique, j'arrive ici. Et ça peut gommer ça et gommer ça. D'accord? Donc il y a des fois où je ne vois que ça. Et il va falloir que je cherche longtemps pour trouver les reliques de ça et de ça. Et je vais donc aller dans les zones les moins déformées, les moins hydratées, pour aller chercher la mémoire des stades initiaux. D'accord? Et donc le métamorphisme, in fine, quand on le regarde, eh bien, il y a du métamorphisme partout, quoi. Dans l'océan, vous avez le métamorphisme océanique. Dans la zone de subduction, dans la plaque plongeante, vous avez le métamorphisme de subduction schiste bleu et clogite. Dans l'arc magmatique, vous avez le métamorphisme typique des arcs avec les conditions en surface de température anormalement forte, proche de la surface due à l'intrusion des magmas. Dans les zones de collision continentale, vous aurez le métamorphisme lié à l'orogénèse, ce qui revient à dire que j'ai du métamorphisme uniquement dans les zones actives, dans lesquelles j'ai des déplacements verticaux, variations de pression, et j'ai des perturbations thermiques, variations de température. Delta P, delta T, les facteurs, les deux paramètres intensifs du métamorphisme, varient au dorsal, varient dans les arcs, varient dans les zones de subduction, varient dans les zones de collision. Et donc j'ai du métamorphisme partout. Merci.